Bonjour à toutes et à tous. Pour ce premier dialogue littéraire de l'année, je suis ravie de vous retrouver à la galerie Regard, située rue Traverse, à Brest. Dans un espace dédié à la peinture figurative, vous pouvez y découvrir les œuvres d'artistes aux signatures reconnues ou qui sont des valeurs montantes. Et jusqu'à fin janvier est mise en place une exposition collective des peintres et sculpteurs de la galerie. Alors que les fêtes de fin d'année viennent de se terminer, peut-être que les repas de famille vous manquent déjà. Pour y remédier, nos libraires vous ont concocté dans cette émission une sélection de livres sur l'esprit de famille. Nous rencontrerons également Irène Frein et Karine Thuil, dont les derniers romans brouillent les frontières entre réalité et fiction. Dans son dernier roman, Les choses humaines, Karine Thuil nous plonge dans un univers au plus proche du réel et de notre actualité brûlante et nous invite à mener une réflexion sur la question du consentement. Lors de sa venue à la librairie, elle a répondu à quelques-unes de nos questions. Karine Thuil, bonjour. Bonjour. Et bienvenue à la librairie Dialogue. Alors vous venez aujourd'hui nous présenter Les choses humaines, votre 11e roman qui est paru aux éditions Gallimard et qui a reçu le prix Interallié et le prix Goncourt des lycéens. Vous nous y racontez l'histoire d'un couple d'influence, les Farrell. Alors lui est un journaliste politique très en vue. Elle est une intellectuelle, une essayiste connue pour ses engagements féministes. Et puis ensemble, ils ont un fils, Alexandre, qui est un brillant étudiant à l'université de Stanford aux États-Unis. Mais cette construction sociale parfaite va voler en éclats le jour où Alexandre va se retrouver accusé de viol. Alors avant tout, comment ce roman, qui est en prise avec l'actualité brûlante, est-il né et qu'est-ce qui pour vous a été à son origine ? Alors à l'origine de ce roman, il y a un fait divers, bien avant MeToo, puisque j'ai eu connaissance de ce fait divers en juin 2016. Et c'était un procès qui opposait un étudiant de l'université de Stanford, très brillant, très sportif, qui venait d'une bonne famille, et une jeune femme qui n'était pas étudiante, mais qui était présente sur le campus lors d'une soirée et qui l'accusait de l'avoir agressée sexuellement. Et à l'époque, le verdict rendu, 6 mois de prison dont 3 fermes, avait été considéré comme clément. Et il y avait eu une vague d'indignation aux États-Unis. On a énormément parlé de cette affaire. Et moi, le point de départ, la jeunesse du livre, ça a été une réflexion du père de l'accusé qui avait dit au juge « On ne va pas détruire la vie de mon fils pour 20 minutes d'action ». Et ces mots, 20 minutes d'action, étaient d'une telle violence et disaient un tel mépris pour la souffrance de la victime que j'ai eu envie de m'intéresser plus profondément à ce sujet. Et donc à partir de là, j'ai assisté à des procès pour viol aux assises de Paris pendant 2 ans. Et toute cette matière humaine absolument passionnante a nourri ce roman. Comment vous avez vécu toutes ces heures au tribunal et dans quelle mesure est-ce qu'il raconte, est-ce que ce lieu raconte notre société ? Ah oui, en fait, moi je pense que un procès d'assises, surtout un procès aux assises, raconte finalement les failles, les fêlures de l'âme humaine, les dysfonctionnements de la société. Donc ça a été une expérience très enrichissante. Et j'ai voulu dans ce texte que d'une certaine façon, le lecteur soit en position de juré, qu'il en vienne à développer finalement son propre jugement sur l'affaire. Donc il y a une part active, je dirais, du lecteur qui est entraîné dans cet univers judiciaire. Et je crois qu'au-delà de la vérité judiciaire se dessine toujours une vérité humaine qui touche chacun d'entre nous. Parce que je m'en suis rendu compte quand le livre a été publié, j'ai vu les réactions qu'il a suscitées et j'ai compris à quel point finalement c'était un sujet universel. Et je l'ai vu aussi notamment pour le concours des lycéens avec les jeunes. Et donc ça a été voilà, une expérience humaine et littéraire absolument passionnante. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, le lecteur, lorsqu'il lit votre livre, est véritablement placé en position de juré. Et c'est ce qui est passionnant aussi, parce qu'on se rend compte que tout n'est pas tout blanc ou tout noir. Comment est-ce qu'on vit l'écriture d'un tel roman ? Est-ce qu'on se situe sur une corde raide où il ne faut jamais être dans le jugement, surtout ? Alors moi, déjà, il y a un parti pris qui est que l'histoire est racontée du point de vue de l'accusé et de sa famille. Donc déjà, c'était un choix romanesque évident, parce que j'avais lu beaucoup de témoignages de victimes, des récits, des romans passionnants, mais je n'avais absolument rien lu du point de vue de l'accusé et de sa famille. Donc ce livre, c'est aussi une réflexion finalement sur le mal, sur le passage à l'acte. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, quelqu'un qui a eu une vie bien rangée bascule du mauvais côté? Et qu'est-ce que ça signifie aussi pour des parents qui ont aimé élever un enfant jusqu'à la réussite? Qu'est-ce que ça signifie pour eux de voir que cet enfant va saccager ses chances et va commettre un délit, un crime
de la même façon, à travers d'autres personnages, parce que la victime est quand même très présente aussi dans le livre, on voit ce que cela signifie pour un père ou une mère de victime d'affronter cette épreuve que représente une plainte au commissariat, des interrogatoires devant le juge, et puis un grand procès pour viol. Parfois, la réalité dépasse véritablement la fiction et en devient presque irréelle. C'est le cas de la vie hautement romanesque de Pauline, jeune Française devenue l'amante d'un décabriste au XIXe siècle et dont Irène Frein nous livre la biographie passionnante dans son dernier livre. Retrouvons tout de suite l'auteur au micro de Laurane. Bonjour Irène Frein. Bonjour. Quel plaisir de vous recevoir aujourd'hui à la librairie Dialogue pour votre nouveau livre « Je te suivrai en Sibérie », paru aux éditions Paulsen. C'est Pauline qui écrit cette phrase, donc, qui donne ce titre à votre livre, en glissant un billet à son amoureux alors qu'il est en prison. « Je te suivrai en Sibérie », lui jure-t-elle. Pourriez-vous nous parler de cette personne, de cette héroïne, Pauline, et de votre rencontre avec elle ? Pauline n'a qu'un seul défaut, elle n'est pas bretonne, mais elle aurait pu l'être. C'est une Lorraine, travailleuse, décidée, clairvoyante et hardie. Tout ce que je vais vous raconter est strictement vrai. J'ai trouvé ses aventures dans des mémoires inachevés, fascinants et parfois énigmatiques que j'ai trouvés à Saint-Pétersbourg. Et quand elle fait l'objet de la cour empressée d'un noble, riche, beau, jeune et sublime, comme dans un roman photo, elle n'y croit pas, elle ne veut pas, elle dit non. Puis finalement, il est tellement acharné qu'elle cède. Et au moment où elle se trouve enceinte, eh bien, elle apprend qu'il est compromis dans une conspiration contre le tsar Nicolas Ier. Donc nous sommes à l'époque romantique, c'est vraiment le début du XIXe siècle. Et que son amant fait partie d'une société secrète qui veut l'abolition du servage. Et il est donc emprisonné à la forteresse Pierre et Paul. Et là, elle va rentrer dans la forteresse. Et elle va jurer à cet homme condamné à aller en Sibérie, « Je te suivrai en Sibérie ». Et cette autre épouse légitime va faire la même chose. Et donc, à 8, elles vont unir leurs efforts et elles vont pouvoir non seulement sortir ces hommes de l'oubli en organisant un système de correspondance, parce qu'elles ont le droit d'écrire, mais en plus, elles vont leur redonner courage à tous ces hommes, pas seulement à leur mari, et dans le cas de Pauline, amant. Et donc ces hommes, derrière les murs de la prison, la palissade énorme de pieux, ils vont fonder une république à la française et en français, liberté, égalité, fraternité et jardinage. Alors ces 8 femmes donc, qui rejoignent les prisonniers en Sibérie, ne sont-elles pas selon vous une merveilleuse image d'une résistance au pouvoir ? Oui, absolument. Elles inventent la résistance. Et ces 8 femmes, Pauline en tête, il y a 2 fers de lance. Donc il y a Pauline et puis il y a la princesse Volskonskaya qui, elle, est plutôt cérébrale, qui va passer ses jours et ses nuits pour classer les réponses des prisonniers et qui va faire presque œuvre de travailleur social. Écrire sur Pauline, Irène Frein, en quoi était-ce une nécessité pour vous ? Et êtes-vous parvenue à quitter ce personnage, cette personne qui vous a habité si puissamment ? Quand j'ai lu ces mémoires, qui étaient, comme je l'ai dit, très imparfaits mais saisissants, je les ai lus jusqu'à 4 heures du matin, ce qui m'arrive rarement de lire comme ça la nuit. Et je ne pouvais plus dormir, j'étais traversée par une énergie incroyable. Je suis partie au CICEC à Saint-Pétersbourg voir le manuscrit, le tenir entre les mains, et c'est là que j'ai dit oui, je pars. Je crois que surtout, j'ai voulu comprendre comment on peut s'inventer sa vie. Et c'est vrai j'ai tendance à me dire maintenant, mais qu'aurait fait Pauline, voyez-vous? Et c'est vrai qu'elle m'habite toujours, mais je crois qu'elle a habité tous ceux qu'il a rencontrés. Dostoïevski, il a vu 1 heure, elle lui a donné tant de joie, tant d'allant, tant de lumière, qu'il a pu supporter à son tour le bagne. En Russie, elle a des statues. On lui a consacré 2 films déjà. Elle a laissé un souvenir absolument lumineux et très vivant. Après un bon dîner, on n'en veut plus à personne, même pas à sa propre famille, disait Oscar Wilde. Les retrouvailles familiales des fêtes de fin d'année nous ont donné l'idée d'une sélection de livres réalisés par Adeline, Émilie et Laurane.
Alors moi j'avais envie de commencer l'année avec un peu d'humour, une BD formidablement caustique, Formica, le dernier album de Fab Caro, le génial auteur de Zai 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 Zai. Il a choisi de mettre en scène un déjeuner du dimanche, un déjeuner en famille, ce que lui appelle une tragédie en 3 actes. Une famille aimante, des retrouvailles joyeuses, une table bien pleine, et puis petit à petit l'angoisse qui monte, le déjeuner qui vire au cauchemar, on ne sait pas de quoi parler. C'est le drame. Comme toujours avec Fab Caro, c'est mené de main de maître, les répliques sont acérées, son humour absurde et noir fait mouche à chaque fois. Je pense que ce sera l'album parfait à glisser dans votre sac, à dégainer à table si jamais il y a un petit creux dans la conversation ou si vous vous ennuyez un petit peu. Côté cuisine, je vous recommande fortement le dernier livre d'Arthur Lequesne qui, après le manuel du garçon boucher, sort chez Marabout. Pourquoi les spaghettis bolognaises n'existent pas. Alors ce n'est pas un livre de cuisine comme les autres, il contient en fait 700 réponses à toutes les questions auxquelles vous vous posez en cuisine. Comment rattraper une crème anglaise? Pourquoi la marinade n'attendrit-elle pas la viande? Pourquoi est-il préférable de couper la viande avec un couteau à pain? Pourquoi l'emmental a-t-il des trous? On apprendra par exemple que l'emmental a des trous à cause de microparticules de foin qui tombent au moment de la traite et qui créent de la fermentation. Ces trous sont amenés à disparaître petit à petit avec les systèmes de filtration qui deviennent de plus en plus précis. Je recommande ce livre aux cuisiniers aussi bien débutants que confirmés et à tous les curieux, le livre parfait pour briller à table auprès de vos oncles et tantes préférés. Des gens comme nous de Léa Hager-Cohen, paru aux éditions Actes Sud. C'est un roman de la rentrée littéraire de janvier et dès la couverture, j'ai eu envie de plonger dedans. On y voit des enfants qui sont un peu dans toutes les positions possibles et inimaginables, en train de lire, de s'ennuyer, de rêver. On voit également des rats ou des hamsters, des souris, on ne sait pas très bien. Ça signifie le désordre, ça signifie la liberté, ça signifie la phrase qu'il y a en 4e de couverture et qui m'a beaucoup plu, la famille comme un joyeux bazar. Donc ici, on passe 5 jours au sein de la famille de Benny et Walter, les Blumenthal, qui habitent dans la province de New York, dans une maison de famille faite de briques et de brocs. Ils y accueillent famille et amis pour célébrer le mariage de leur fille aînée Clémentine. Et comme toute réunion de famille, rien n'est jamais, comment on dit, écrit à l'avance. C'est un peu la folie, l'effervescence et c'est un peu tout cela que l'on va suivre. Je vous invite pleinement à rencontrer Manta. Manta, elle a 8 ans, elle a le bras dans le plâtre et de la suite dans les idées. Il y a Pim également qui du haut de ses 5 ans est un véritable casse-cou et pour le moment le dernier de la famille. Et la tante Glad qui du haut de ses 90 ans nous offre énormément de sagesse et des souvenirs très émouvants. Notre émission se termine. Merci à tous de nous avoir suivis. Nous vous souhaitons une année remplie de lectures lumineuses et marquantes et sommes impatients de vous retrouver dès le mois de février pour une nouvelle émission riche en découvertes littéraires. À bientôt! Thank you.